Alors aujourd'hui, on débute le premier dossier donc, du nouveau module qui est le 2205. Donc ce module est un module en fait de contrôle de gestion. On en a terminé avec la partie comptabilité financière qui était le début du cours du semestre 1, puis le semestre 2 avec le cours sur l'inventaire, le 2203. Donc maintenant, on passe au dernier module donc, qui est un module de contrôle de gestion. Donc, vous avez sous les yeux le cours. On va prendre le temps de donner quelques explications. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer sur ce premier dossier la différence qu'il y a fondamentalement entre la comptabilité financière et la comptabilité de gestion qu'on appelle le contrôle de gestion. C'est quelque chose qui va venir en plus de la comptabilité financière et qui n'a pas le même rôle. Pour l'instant, vous savez que la comptabilité financière, elle mène essentiellement aux documents de synthèse, calcul d'un résultat dans un compte de résultat et puis évaluation du patrimoine à travers le bilan. Ici, en contrôle de gestion, on va essayer de mesurer plus précisément les coûts de l'entreprise et donc pouvoir déterminer derrière sa performance, c'est-à-dire savoir si l'entreprise va pouvoir réaliser des bénéfices ou pas. Vous avez dans le grand 2, un petit comparatif donc, entre les deux comptabilités qui existent. Donc la comptabilité financière, comme on a essayé de vous l'expliquer depuis le début de l'année, elle a un caractère obligatoire, elle est prévue dans la loi et c'est traduit, nous, dans un document qu'on appelle le plan comptable général. Donc toutes les entreprises se doivent de présenter leur compte au moins une fois par an, elles n'ont pas le choix. Elle est normalisée, effectivement, on a vu les normes comptables, c'était le premier dossier de l'année pour vous, et le plan comptable général présente toutes les normes à respecter par les entreprises pour présenter leur compte. Une particularité de la comptabilité financière, c'est qu'elle n'intéresse pas que l'entreprise elle-même, mais elle peut être diffusée à des partenaires extérieurs, les clients, les fournisseurs, les banques, mais également l'État, même si l'État, c'est lui qui, à la base, a rendu cette comptabilité obligatoire. Et c'est pour respecter la loi que les entreprises doivent présenter leurs comptes. Donc, on a remis la définition. Bon, effectivement, la comptabilité financière consiste à enregistrer l'ensemble des transactions monétaires. Bon, ça, c'est ce que vous faites quand vous enregistrez dans un journal tout un ensemble d'écritures et ça mène au bilan et au compte de résultat. Maintenant, on parle de la comptabilité de gestion. Et là, vous voyez, le premier point, c'est tout de suite, ça n'est pas quelque chose d'obligatoire en entreprise. C'est à l'appréciation des dirigeants, et on va dire du comptable, de mettre en place ou pas un système de contrôle de gestion. Alors, à partir du moment où ça n'est pas obligatoire, ça veut dire que ça n'est pas rendu obligatoire par l'État, par l'administration fiscale essentiellement, et bien derrière, deuxième caractéristique, il n'existe pas vraiment de normalisation et de règles. Il existe différentes méthodes. On va commencer à en voir une cette année, et puis l'an prochain, au semestre 3, vous aurez un autre cours de contrôle de gestion où on développera d'autres méthodes. Bien sûr, les entreprises sont capables de suivre ces méthodes ou d'en développer d'autres. Oui, après, chacun peut adapter le contrôle de gestion à son activité et à son entreprise, mais elle n'a pas du tout donc, le caractère obligatoire et il n'y a pas de réglementation très précise. Pourquoi ? Parce que son usage est essentiellement interne. Et là, c'est quelque chose d'important. Quand on va dans les entreprises, en fait, le contrôle de gestion et les calculs de coûts, c'est vraiment un domaine, on va dire secret, entre guillemets. Il serait compliqué de diffuser ça aux concurrents, par exemple, alors qu'on peut diffuser, et on est même obligé de diffuser un compte de résultat et un bilan, ça, ce n'est pas un souci, parce que derrière, on n'a pas le détail. Par contre, le contrôle de gestion reste à usage interne, parce qu'on a des informations très précises. On sait exactement
quand on vend un produit 10 euros, par exemple, on sait exactement combien il nous a coûté pour le fabriquer. Et si vos concurrents apprenaient que ça vous a coûté 5 euros ou s'ils apprenaient que ça vous a coûté 9,50 € pour le fabriquer, mais ça ne serait pas du tout la même chose pour eux pour essayer de vous prendre des parts de marché, par exemple. Donc, dans cette matière qu'on appelle le contrôle de gestion, on va effectivement essentiellement travailler sur le calcul des coûts. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, on va travailler, nous, sur des entreprises industrielles qui fabriquent des produits finis à partir de matières premières et qui vont essayer de les commercialiser sur un certain marché. En plus de ces coûts, on pourra déterminer des marges. Marge ou résultat, c'est presque la même notion, sauf que le résultat, c'est la totalité des produits moins la totalité des charges. C'est la même notion que celle que vous avez vue en comptabilité financière. Alors que la marge, c'est simplement une partie des coûts que l'on compare au chiffre d'affaires. Et la différence également en contrôle de gestion par rapport à la comptabilité financière, c'est que quand on va calculer un résultat, eh bien, ça ne sera plus un résultat global, mais ça sera un résultat détaillé, ça sera un résultat qui va être propre à l'activité de l'entreprise. Et si votre activité est divisée en plusieurs catégories, si par exemple vous avez 3 produits que vous fabriquez, vous pourrez calculer un résultat par produit. Chose que l'on ne voit pas apparaître dans un compte de résultat, parce que dans un compte de résultat, eh bien, vous avez l'ensemble des charges et l'ensemble des produits pour une entreprise, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir le détail par produit. Donc là, c'est une information que vous ne pourrez trouver qu'à l'aide du contrôle de gestion. J'essaye de désactiver les notifications de Discord. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Monsieur, j'ai une question. Oui, c'est Du Paul. coup, c'est un coût en plus pour l'entreprise, parce qu'elle doit payer ça en plus. Payer quoi? L'organisation du contrôle de gestion? Oui, Mais forcément, ça veut dire qu'il faut employer un certain nombre de personnes qui vont travailler uniquement sur ça. Ça veut dire que dans le service comptable, il y aura une partie comptabilité financière et il y aura une partie contrôle de gestion. Il faut d'accord. Ok. forcément embaucher du monde. Ça nécessite des coûts, des logiciels supplémentaires, effectivement. Mais dans certaines entreprises industrielles, même si ça n'est pas obligatoire, on ne peut pas fonctionner sans ça. C'est impossible. Oui. C'est Oui, tellement d'accord. complexe, la gestion d'une entreprise industrielle, qu'on ne pourrait pas fonctionner sans contrôle de gestion. Puis Fait, finalement, ça oui, fait gagner de l'argent à l'entreprise si elle contrôle bien tout ça. oui, c'est essentiel. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir maîtriser ses coûts et de savoir, pour qu'une entreprise vive normalement, il faut qu'elle ait des coûts qui soient inférieurs à ses prix de vente, ça paraît logique. Mais si elle ne le sait pas ou si elle n'est pas capable de les calculer et qu'elle vend à des, on va dire, à des coûts, avec des coûts qui sont supérieurs à son prix de vente, elle va perdre de l'argent en fait. Donc ce qu'elle va dépenser pour mettre en place un service contrôle de gestion, elle le récupérera forcément derrière. Oui. D'accord. Alors maintenant, on va passer au grand 3. Donc on va vous expliquer comment calculer ces coûts, comment mettre en place le calcul des coûts. Et là, je vous ai dit que chacun peut trouver son organisation, c'est vrai, en fonction du secteur d'activité. Si vous êtes une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle, on n'aura pas exactement les mêmes contraintes. Si vous êtes une PME ou si vous êtes une grande entreprise multinationale, c'est la même chose. Donc, on aura des systèmes plus ou moins complexes qui vont vous amener dans tous les cas au même type d'information. C'est quand vous fabriquez quelque chose, qu'est-ce que ça nous coûte pour pouvoir après définir vos prix de vente. Donc, ce système de contrôle de gestion, on vous dit, doit être adapté à la structure et à l'organisation de l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Oui, on ne peut pas se permettre de prendre le modèle qu'on a vu chez un voisin et l'adapter chez nous sans rien modifier. Ça a peu de chances de fonctionner, on va dire. Donc, nous, on va travailler dans le cours de ce semestre uniquement sur des entreprises industrielles. On n'abordera pas le cas des entreprises commerciales parce que c'est plus simple déjà. Oui. Et donc, on a préféré vous parler uniquement des entreprises industrielles parce que si vous êtes capable de comprendre ce qui est plus complexe, eh bien, pour une entreprise commerciale, ça sera nettement plus simple à mettre en œuvre. Alors, pour pouvoir expliquer ça, on tourne la page.
Et pour pouvoir expliquer comment les calculs de coûts vont se mettre en place, on vous a présenté un petit schéma. Donc, on a appelé la hiérarchie des coûts dans une entreprise industrielle. En fait, ce schéma va reprendre le fonctionnement d'une entreprise industrielle. Dans une entreprise industrielle, eh bien, vous allez partir des matières premières que vous devez utiliser. Donc, le schéma se lit de gauche à droite. Donc, vous allez partir des matières premières. Et puis, parfois, pour fabriquer des produits finis, on a besoin aussi d'autres approvisionnements, des fournitures que l'on achète toutes faites. Si je prends l'exemple de l'industrie automobile, bon, en matière première, on va avoir des tôles, par exemple, pour faire les carrosseries. On va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments comme ça. Et puis, on aura besoin de fournitures, de produits tout faits. On va acheter des pneus, on va acheter des pare-brise, on va acheter des plaquettes de frein, des produits qu'on appellera des approvisionnements. Donc, ces achats de matière et ces autres approvisionnements, on va pouvoir déterminer un premier coût. Le premier rectangle représente le coût d'achat, donc de tout ce que l'entreprise va acheter pour fabriquer ses produits. Il faudra bien prendre l'habitude de distinguer pour vous deux choses. Le coût d'achat ne sera pas la même chose que le prix d'achat que l'on retrouverait ici sur le premier rectangle. En comptabilité financière, on parlerait de prix d'achat, on va regarder les factures. En contrôle de gestion, on parlera de coût d'achat parce qu'on va ajouter au prix d'achat des matières un certain nombre de charges d'approvisionnement. Exemple, vous avez dans votre entreprise un service logistique qui s'occupe des approvisionnements, donc qui gère les stocks, par exemple. Et ça va entraîner des coûts et ces coûts seront ajoutés au prix d'achat des matières pour déterminer le coût d'achat des matières. Ensuite, même si aujourd'hui vous avez eu des cours de management ou d'économie où on vous explique que dans les entreprises, on doit essayer de limiter les stocks autant qu'on peut, eh bien, il existe dans beaucoup d'entreprises des stocks. Donc, les achats de matières, une fois que vous avez leur valeur, que vous avez déterminé leur coût d'achat, vont entrer en stock. Donc, vous avez un stock de matières. Donc, vous avez une flèche qui vous montre que les matières entrent en stock, puis vous avez une flèche qui sort du rectangle stock pour aller vers un autre rectangle qu'on appelle le coût d'achat des matières consommées. Alors là, c'est important de surligner le mot « consommer », parce que entre ce qui est à gauche du stock et ce qui est à droite, vous n'avez pas du tout les mêmes quantités. À gauche, vous faites entrer ce que vous venez d'acheter. Et à droite, ce qu'on appelle le coût d'achat des matières consommées, c'est seulement ce que vous allez utiliser pour fabriquer vos produits sur une période donnée. Donc la quantité qui entre en stock et la quantité qui va sortir du stock ne sera pas forcément la même. Une fois que vous avez donc la valeur de ces matières premières, que vous avez déterminé ce que vous allez consommer, on va passer à la deuxième phase, deuxième type de coût qu'on appellera le coût de production. Mais pour arriver au coût de production, eh bien là, on va avoir besoin non seulement du coût des matières premières que l'on vient de consommer, mais on va devoir également ajouter des charges de production parce que l'entreprise va, pour fabriquer ses produits, par exemple, elle va devoir consommer de l'énergie, elle va devoir payer son personnel administratif. Tout à l'heure, on a parlé de services de contrôle de gestion, mais il y a tout un ensemble de charges autres, oui, qui sont liées au fonctionnement de l'entreprise, mais qu'on doit prendre en compte dans le calcul de nos coûts de production. Donc, on prend la valeur des matières, des approvisionnements, on cherche toutes les autres charges de production, la manœuvre, l'énergie, d'autres charges administratives, et tout ça va nous donner le coût de production des produits finis que l'on va fabriquer. Alors, si on avait eu une page plus grande, le schéma se serait prolongé sur la droite. Bon, là, on passe en dessous. Une fois que vous avez déterminé le coût de production des produits finis fabriqués, donc là, on reprend en dessous avec la même case, c'est la même chose, eh bien, on va également faire entrer en stock ces produits finis. Donc, il existera, comme il y a un stock de matières premières, un stock de produits finis. Vous allez faire entrer vos produits finis donc en stock. Donc, vous avez une flèche pour entrer en stock et une flèche qui ressort du stock de produits finis. Mais bien ça va correspondre aux quantités que vous allez vendre en fait
vos produits ont été fabriqués, vous les avez fait entrer en stock, et ne ressortiront du stock que les produits que vous allez vendre. Donc encore une fois, vous voyez, entre la partie gauche et la partie droite du stock, vous avez deux coûts de production. En entrée, le coût de production de ce qu'on a fabriqué, et en sortie, le coût de production de ce que vous allez vendre. Ce n'est pas la même chose, pour la même raison qu'on a expliqué tout à l'heure pour les matières. Il n'y a pas forcément la même quantité qui va entrer en stock que la quantité qui va sortir pour être vendue auprès de vos clients. Voilà donc pour le deuxième coût, après coût d'achat, donc coût de production. On arrive à la dernière étape, le coût de revient. Une fois que vos produits finis, vous connaissez leur coût de production, vous connaissez la quantité que vous allez vendre, donc vous avez défini le coût de production des produits vendus, eh bien vous allez engager encore des charges pour vendre vos produits. Donc là, vous avez des charges qu'on appelle de distribution et des charges d'administration, oui, administration globale. Ça va s'ajouter au coût de production pour déterminer ce qu'on appelle le coût de revient. Alors, le coût de revient, ça, vous le notez bien, vous le surlignez. Le coût de revient, c'est en fait le coût total de votre produit fini. Le coût de revient, c'est le coût qui contient la totalité des charges nécessaires pour fabriquer et pour vendre un produit. Et ce coût de revient s'appelle coût de revient des produits vendus, parce qu'on ne calcule ce coût de revient que pour les produits que l'on va vendre. Ce qui fait donc trois types de coûts, si je récapitule. Le coût d'achat pour les matières, le coût de production pour les produits et le coût de revient des produits vendus. En dessous, on a remis ça sous forme de différentes étapes. Effectivement, on a suivi le schéma ensemble. On commence par le calcul du coût d'achat des matières. On les fait entrer en stock. Donc là, l'étape numéro 2, c'est la gestion du stock de matières, où il y a les entrées, puis les sorties. L'étape numéro 3, on calcule le coût de production de nos produits fabriqués. Ensuite, les produits fabriqués entrent en stock, puis sortent du stock pour être vendus. Et ce qui fait que dans l'étape 5, on va déterminer le coût de revient de ces produits vendus. La seule chose qui n'apparaît pas dans ce schéma, c'est la dernière étape ici, que je vais mettre en bleu, c'est la détermination du résultat par produit. Une fois que vous aurez déterminé ce que vous coûte globalement votre produit, le coût de revient du produit, eh bien, on va comparer ça à son prix de vente pour essayer de voir si effectivement on va gagner de l'argent ou pas en vendant tel produit à tel prix compte tenu du coût que l'on aura déterminé en contrôle de gestion. Et dans la démarche, ici, on vous explique, ce calcul est répété autant de fois qu'il existe de types de produits, effectivement. C'est ça la particularité du contrôle de gestion, c'est que ça s'adapte à chaque produit dans l'entreprise. Et donc, vous avez besoin de calculer ces coûts pour chacun de vos produits. Il n'est pas question de dire je calcule un coût de production globalement, ça ne veut rien dire, ça ne servirait pas à grand-chose. L'intérêt du contrôle de gestion, c'est d'aller dans le détail et effectivement de pouvoir dire sur ce produit-là, ça me coûte tant et je le vends tant, donc je fais tel résultat. Et c'est bien un résultat par produit que vous allez déterminer, c'est l'intérêt de toute la méthode. Voilà pour la démarche. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à intervenir. J'ai une question. Oui. Dans la charge de distribution et d'administration, si on arrête de la publicité, ça arrête dedans ou pas? La publicité, c'est une charge de distribution. D'accord, oui, ok. Dans les charges d'administration, on mettrait le personnel, le comptable par exemple, ou la secrétaire, c'est des charges d'administration. D'accord. Dans les charges de distribution, on peut aussi trouver les frais de transport pour livrer les produits auprès des clients. Ça peut aussi être le salaire des vendeurs. Si vous avez embauché des commerciaux pour vendre un produit particulier, ça fait partie des charges de distribution. D'accord, ok. Merci. D'autres choses? Non, c'est bon pour vous? Alors, donc, on va passer maintenant à l'exemple.
Donc, on vous propose, pour illustrer ce qu'on vient de dire, de mettre en application tout de suite. Donc là, vous avez un exemple où vous êtes dans une entreprise industrielle, bien sûr, qui va fabriquer des produits, on vous dit, pour l'industrie chimique. Donc, c'est toujours très important en contrôle de gestion de bien lire votre énoncé, de savoir dans quelle entreprise vous travaillez, à partir de quelle matière elle va travailler et qu'est-ce qu'elle va fabriquer, et surtout d'identifier si elle va tenir des stocks ou pas. Donc ici, on fabrique 2 produits dans cette entreprise qu'on a appelés SB1 et SB2. Et par contre, ces produits sont fabriqués à partir d'une seule matière première qu'on appellera MP. Donc, on part d'une matière et on va fabriquer 2 produits chimiques. Voilà comment va globalement fonctionner l'entreprise. On va vous donner un certain nombre d'informations qui vont servir à tous ces calculs. Donc, l'état des stocks au 1er mars. Ça veut dire qu'ici, nous, dans l'exemple, on travaille pour le mois de mars. Donc, état des stocks au 1er mars, vous pouvez le noter, c'est ce qu'on appelle c'est le stock initial. C'est ce qu'on appellera le stock initial. Au début de la période, qu'est-ce que vous aviez en stock de matière ou de produits finis? Et là, généralement, on vous donne des quantités et on vous donne des coûts unitaires. Ensuite, quand on vous donne achat de matière en dessous, c'est comprendre les achats de matière du mois de mars. Là, vous avez acheté 6300 kg à 15 €. C'est uniquement ce qui est réalisé pour le mois de mars. Par contre, l'achat de matière dans cette entreprise va entraîner d'autres charges. Ce sont les charges d'approvisionnement. Ça veut dire que pour réaliser ces achats de matière, elle va engager un certain nombre de charges autres pour l'approvisionnement. Il faudra en tenir compte pour le calcul des coûts. Ensuite, vous avez des informations sur la production. Donc, comme on fabrique 2 produits SB1 et SB2, on vous dit quelle quantité vous allez fabriquer dans le mois de mars, donc 600 kg pour SB1 et 400 kg pour SB2. En dessous, on vous indique pour cette production quelles sont les quantités de matière que vous allez consommer. Donc là, on parle de consommation de matière. Et là, on détaille. Effectivement, vous devez avoir la quantité consommée pour faire des SB1 et pour faire des SB2. Et comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, à cette quantité de matière que vous allez consommer, va s'ajouter des charges de production. Ici, on n'a pas mis le détail, on a donné simplement la valeur globale en euros pour chacun des produits, mais ça contient généralement la main-d'œuvre, essentiellement, l'énergie pour faire fonctionner vos machines, pour fabriquer les produits. Enfin, dernière information qu'on vous donne, c'est pour la dernière phase, donc les quantités que l'entreprise va vendre. Donc, par exemple, 620 kg de produits SB1 à un prix de 300 €, comprendre ici prix unitaire, donc 300 € le kilo. Et puis, tout en bas, vous avez les charges de distribution. Donc, pour vendre vos produits, vous allez devoir engager un certain nombre de frais pour assurer la commercialisation. Donc, c'est ce que vous trouvez dans le dernier tableau. Dernière chose, avant de passer aux explications, on vous dit tout en bas, dernière phrase, que les mouvements de stock sont valorisés selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré, calculé par période. Alors ça, je ne vais pas entrer dans le détail tout de suite, je vous l'expliquerai tout à l'heure quand on arrivera dans les calculs, parce qu'en fait, quand on gère les stocks d'une entreprise, bien, on a à disposition plusieurs méthodes pour déterminer la valeur de ce que l'on a en stock. Et là, on a choisi, nous, de prendre cette méthode qui est, on va dire, la plus simple à mettre en œuvre pour l'instant. On appellera la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Ça veut dire qu'on fera simplement la moyenne arithmétique des éléments que vous avez en stock pour déterminer la valeur de sortie de vos stocks. Voilà pour la présentation de l'énoncé. Donc derrière, vous aurez toujours besoin, dans cette matière, de construire des tableaux pour déterminer vos coûts. Tout se fera toujours à travers des tableaux. On ne peut pas faire ça sur une feuille et écrire tous ces calculs un peu au hasard. Il faut structurer vos tableaux, présenter les tableaux et surtout respecter les étapes que l'on a vues tout à l'heure dans le cours, qui sont au nombre de 6. On procédera toujours dans cet ordre-là. Oui, il y a toujours 6 étapes à mettre en œuvre.
avec plus ou moins de détails en fonction du nombre de matières et du nombre de produits finis, bien sûr. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour relire tranquillement l'exemple, pour vous imprégner un peu des différentes valeurs. Et après, je vais changer d'écran, je vais vous montrer ce que vous auriez, vous, à faire au brouillon avant de vous lancer dans les calculs. C'est en fait le schéma de production de l'entreprise. Donc, pendant que je vous laisse lire l'énoncé, je vais changer d'écran. Est-ce que vous voyez mon schéma à l'écran? Oui. Oui, c'est bon? Oui. Oui. Merci. Alors, je vous explique maintenant ce qu'il y a sur ce schéma. Donc, on a dit qu'on était dans une entreprise. Et là, par contre, ce schéma, bon, je pourrais le remettre après sur Moodle, hein, mais si vous pouvez le prendre en note, parce qu'on va en avoir besoin pour suivre l'exercice juste derrière. Donc, c'est un schéma que l'on peut faire au brouillon avant de se lancer dans les calculs pour bien avoir en tête comment va fonctionner l'entreprise, en fait. Ça ressemble un peu à celui que vous avez vu dans votre cours tout à l'heure, hein, mais avec les éléments, bien sûr, qui sont adaptés à l'exercice. Donc ici, sur la partie gauche, on part d'un élément, c'est l'achat des matières premières. MP, ce sont les matières premières. On a vu tout à l'heure dans le cours qu'il faudrait qu'on détermine le coût d'achat de ces matières premières. Donc au prix d'achat des matières, on ajoutera des charges d'approvisionnement et on va trouver le coût d'achat des matières. Ensuite, j'ai symbolisé par un ovale les stocks ou les fiches de stock. Et dans chaque stock, vous avez 4 éléments divisés en 4. Le stock initial, SI, les entrées, le E, les sorties, le S, et le stock final, donc SF. Il y a toujours dans une fiche de stock ces 4 éléments, que ce soit des fiches de stock de matières premières ou des fiches de stock de produits finis. Donc, dans un premier temps, les matières premières que vous avez achetées vont entrer en stock. Donc là, vous allez utiliser, en fait, je vais sortir ma palette. Donc, vous allez utiliser vos achats pour les faire entrer en stock. Donc là, les quantités que vous achetez arrivent en stock. Ensuite, comme vous avez toujours des stocks qui vous restent de la période précédente, le stock initial, ça veut dire que les valeurs qui vont sortir ici, eh bien, les valeurs qui vont sortir sont à la fois des éléments que vous aviez en stock initial et des éléments que vous venez d'acheter. Donc, la valeur des sorties, qu'on appellera les consommations de matière, oui, la valeur des sorties, donc, ça sera la quantité que vous avez décidé d'utiliser, on dit de consommer, pour fabriquer vos produits finis. Dans notre exercice, il n'y a qu'une seule matière. Donc, on n'a qu'une seule fiche de stock de matière. Par contre, on consomme des matières pour fabriquer 2 produits. Donc, vous voyez que vous aurez besoin d'une quantité de consommation 1 pour le produit SB1 et une quantité de consommation 2 pour le produit SB2. Donc, il y a 2 flèches qui sortent de votre stock, ici. Donc là, les 2 sorties, une va aller pour SB1 et une autre va aller pour SB2. Une fois que vous savez ce que vous allez utiliser comme matière première, eh bien, pour calculer notre coût de production, c'est le deuxième coût, il va falloir qu'on aille chercher les autres charges de production. Donc là, dans notre énoncé, on avait un petit tableau qui présentait les charges de production. Donc on ajoutera ces charges de production aux consommations de matière et ça nous permettra de trouver le coût de production des produits que vous allez fabriquer. Et on fera ça autant de fois qu'il y a de produits finis. Donc dans l'exemple ici, il y a 2 produits finis, le 1
et le 2. Donc, on fera 2 calculs de coût de production, un pour chaque produit. Ensuite, une fois que ces produits sont fabriqués, que l'on connaît leur coût de fabrication, eh bien, on va également les faire entrer en stock. Là, par contre, on est obligé de faire une fiche de stock par produit fini. Pour les matières, il n'y a qu'une fiche de stock parce qu'il n'y a qu'une seule matière, mais on fait toujours une fiche de stock par élément. Donc là, vous avez 2 produits finis, donc 2 fiches de stock. Donc les éléments qui ont été fabriqués vont entrer en stock, oui, et vont entrer au coût de production que vous aurez déterminé ici. Donc le coût de production des produits, oui, servira à déterminer la valeur des entrées. Tout comme tout à l'heure, le coût d'achat des matières, oui, servait à déterminer la valeur des entrées. Donc, dans beaucoup de cas, vous aurez également un stock initial. Ça, c'est imparable. Si sur la période précédente, vous n'aviez pas vendu tous vos produits finis, donc forcément, il y aura un stock initial. Et les entrées vont s'ajouter au stock initial pour définir la quantité que vous allez faire sortir du stock. Et ici, c'est particulier puisque vous êtes sur des produits finis. Donc, ce que vous faites sortir du stock, là, ce sont vos quantités vendues. Donc, tout ce qui va sortir du stock, c'est en fait vos ventes. Donc, toutes les ventes vont sortir du stock. Et l'objectif, ça sera après de déterminer ce qu'on appelle le stock final. Donc ici, je ne l'ai pas noté sur la fiche, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Le stock final, en fait, vous le trouverez uniquement en faisant un calcul qui est le suivant. Vous allez partir du stock initial, plus les entrées, moins les sorties, et c'est comme ça que vous trouverez votre stock final. Donc là, le calcul que je vous indique pour le stock final, il est valable dans toutes les fiches de stock, que ce soit pour des matières ou pour des produits finis. Vous procéderez toujours de cette façon-là. Donc, vos produits finis sont fabriqués, on détermine un coût de production. Ce coût de production sert à valoriser les entrées en stock. Ensuite, on définit les valeurs vendues et on retrouve par différence le stock final. Par contre, il nous reste un dernier coût à calculer, c'est le coût de revient. Donc, une fois qu'on connaît les sorties de stock, les quantités vendues, on a vu dans l'énoncé qu'il y avait des charges de distribution. Eh bien, pour déterminer le coût de revient, qui est le coût total, eh bien, on va ajouter à notre coût de production, ici, les charges de distribution. Et la somme des deux, oui, la somme de ces deux éléments-là vous donnera le coût de revient, qui est le coût total pour fabriquer et pour vendre un produit fini. Ce schéma n'est pas toujours demandé dans les exercices, mais là, je le fais pour le premier exercice du cours pour que ce soit un peu plus clair pour tous. Mais honnêtement, moi, je vous conseille d'essayer de le faire rapidement au brouillon avant de vous lancer dans les calculs. Ça permet de visualiser un peu le fonctionnement de l'entreprise et ça permet de ne rien oublier, bien voir s'il y a des stocks, pas de stocks, combien de produits, combien de matières. Et généralement, on redécompose ça et on va les retrouver dans nos tableaux de calcul et ça vous aidera à mieux réussir l'exercice. Voilà, je vous donne la parole si vous avez des questions après la présentation de ce schéma. Non. Alors, il y en a qui... Ou par texte, si vous n'avez pas de micro pour certains. J'ai vu passer un Robinson à lever la main, mais je ne sais pas comment y répondre. Ah non, mais c'est rien, monsieur, hein. J'essayais juste la fonction. Ah bah d'accord. Mais j'ai juste vu que tu avais levé la main, mais je ne sais pas si je peux y répondre. Ça n'a pas envoyé de message texte en tout cas. Ah non, mais de toute façon, il n'y a rien, hein. Je voulais juste appuyer sur le bouton. D'accord. Alors, je vais changer d'écran. Je vais revenir maintenant à l'exercice du cours. Donc, ce schéma, je le mettrai sur Moodle par la suite pour que vous ayez le temps de le revisualiser. Et j'y reviendrai peut-être si vous avez besoin tout à l'heure à travers les questions. Donc, je vais revenir à mon fichier de cours et maintenant, on va mettre en œuvre donc cette
démarche à travers l'exemple de l'entreprise industrielle qui travaille dans le secteur de la chimie pour fabriquer donc 2 produits. Donc, première étape, le premier calcul que vous allez faire, c'est déterminer le coût d'achat des matières premières. Donc, pour déterminer le coût d'achat des matières premières, vous allez avoir, ici c'est simple, comme il n'y a qu'une seule matière, oui, vous allez avoir à chaque fois dans vos tableaux 3 colonnes, quantité, prix unitaire, montant. C'est la présentation type de tous les tableaux de coûts et généralement de beaucoup de fiches de stock également en fonction des méthodes. Donc, dans ce coût d'achat, vous allez avoir 2 choses, le prix d'achat des matières et les charges d'approvisionnement. Où est-ce que vous trouvez ces informations? Dans votre énoncé. Donc là, je reviens en arrière. Les achats de matières, vous les avez là. Oui. Vous avez acheté 6300 kg à 15 €. Donc, la première ligne du tableau de coût d'achat, ça va être ça. Vous reprenez les quantités achetées. Vous reprenez le prix d'achat, 15 €. Il vous restera à faire la multiplication. Donc, dans l'énoncé, on vous donne quantité et coût unitaire. Vous faites la multiplication. Et ici, par exemple, ça veut dire que le prix d'achat global de nos matières, c'est 94 500 €. Ensuite, dans le coût d'achat, il y a un deuxième élément, et c'est pour ça que vous devez bien faire la différence entre le coût d'achat et le prix d'achat. Le prix d'achat n'est qu'un élément du coût. Donc, surtout, ne pas confondre les deux. Donc, pour trouver le coût d'achat, on a besoin d'une autre information, c'est toutes les charges d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que votre entreprise a dépensé pour réaliser ses achats, gérer son stock. Et vous avez ici 12 600 €. Là, vous voyez, on ne vous donne pas la quantité ni le prix unitaire, on vous donne le montant global. Donc, en fonction des énoncés, il faudra vous adapter. Si on vous donne un montant global, là, vous ne réfléchissez pas, vous mettez directement la valeur, et là, vous n'aurez rien à mettre en quantité et en prix unitaire. Ensuite, dans tout tableau de coûts, et là j'insiste, vous procéderez de la même façon. Donc vous devez additionner les montants que vous avez trouvés. Donc, vous allez trouver la valeur en euros de votre coût d'achat des matières. Ici, on est à 107 100. Donc vous commencez toujours par l'addition des montants. Ensuite, si l'énoncé le permet et si on vous le demande, deuxième étape, vous allez noter les quantités. Donc, vous commencez par les montants, ensuite vous cherchez la quantité et en dernier, vous calculerez le coût unitaire, si on peut le faire, si c'est nécessaire. Donc ici, pour nous, une fois qu'on a notre montant 107 100, on cherche la quantité que l'on a achetée. Là, vous avez acheté 6300 kg de matière. Et enfin, dernière étape, vous trouvez le prix unitaire. Eh bien, le prix unitaire, c'est tout simplement le montant divisé par la quantité. Donc ici, vous allez trouver 17 € pour chaque kilo de matière que vous avez acheté. Eh bien, vous allez avoir un coût de 17 €. Voilà comment vous déterminez le coût d'achat unitaire pour les matières premières. Donc je répète, on calcule les montants, on cherche la quantité et après on fait la division. Genre, moi, Une question? de tout mettre en blanc, en noir et écrire rouge. Non, ce n'était pas pour moi. On continue. Donc là, je vais retirer Ouais, mes là, tout annotations. était écrit en blanc. J'ai écrit rouge, on en est là, non? Si vous avez des questions, allez-y, hein, je peux y répondre. Hein. Non, c'est bon? Alors, je continue. Vous avez le coût d'achat des matières premières. Donc, ça veut dire que si je reviens à mon schéma, je change d'écran, vous en êtes à la première étape, à gauche du schéma.
vous êtes ici, vous avez déterminé le coût d'achat des matières premières. Et donc, c'est ce coût d'achat qui va vous servir à valoriser les entrées. Faites attention, il y en a qui ont leur micro ouvert, donc si vous pouviez... C'est pas la foire ici. Merci. Merci. Donc, le coût d'achat des matières va servir à déterminer la valeur des entrées en stock. Donc là, on va passer à la deuxième étape. Le coût d'achat des matières, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être la fiche de stock de matière. Donc, on passe à l'étape numéro 2. Et je reviens à mon écran de cours. Donc, votre fiche de stock, vous allez retrouver les 4 éléments que j'ai évoqués à travers le schéma, stock initial, entrée, sortie et stock final. Donc ici, le stock initial, puisqu'on travaille sur le mois de mars, c'est dans votre énoncé, le premier tableau, éléments de stock au 1er mars. Et là, je cherche uniquement les matières premières, je ne regarde pas les produits finis. Donc 1200 kg à 12 €, c'est mon stock initial. Donc vous inscrivez vos 1200 kg à 12 €, vous faites la multiplication, ça fait 14 400 €, la valeur de votre stock initial. Ensuite, vous avez déterminé au-dessus le coût d'achat de vos matières premières. Eh bien, les entrées se font au coût d'achat. Ça veut dire que vous allez recopier la ligne que j'ai surlignée en vert. Ou si vous préférez, vous faites une flèche. Les entrées en stock se font au coût d'achat. Donc ici, vous retrouvez nos 6300 kg à 17 € pour un total de 107 100 €. La valeur de vos entrées en stock. Ça, c'est très très important. Oui, c'est souvent l'objet d'erreur. Les entrées en stock ne se font pas au prix d'achat, qui aurait été ici 94 500, mais au coût d'achat. On doit intégrer la totalité des charges pour déterminer la valeur des éléments en stock. Ensuite, je reviens à ce qui a été dit dans l'énoncé. On va appliquer la méthode du coût unitaire moyen pondéré pour valoriser nos stocks. Donc, vous avez une troisième ligne qu'on appelle le disponible, qu'on pourrait appeler aussi le total, si vous voulez. Donc, sur cette ligne disponible, on va faire le total des quantités possédées par l'entreprise. Donc là, 1200 plus 6300, ça veut dire que l'entreprise possède 7500 kg de matières premières. Ensuite, vous faites le total des montants. Donc, ces 7500 kg valent globalement 121 500. Et c'est là où intervient le choix de la méthode, ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré. Pardon, je ne suis pas au bon endroit, je vais le mettre en dessous. Donc, le coût unitaire moyen pondéré, c'est UMP en initial. Vous l'obtenez en faisant le total des montants, donc ici 121 500, divisé par le total des quantités, c'est-à-dire 7500. Et cette valeur-là, que vous allez ensuite inscrire dans la colonne prix unitaire, vous donnera le prix moyen d'1 kilo de matière première en stock, c'est-à-dire ici 16,20 €. Donc, vous disposez de 7500 kg de matière pour une valeur totale de 121 500 qui donnera, dans notre méthode, un coût unitaire pour chaque kilo de matière de 16,20 €. Chaque kilo de matière que vous avez en stock vous a coûté en moyenne 16,20 €. Ce qui veut dire que pour la suite de la fiche de stock, parce que la suite, ça va être de noter les sorties, qu'est-ce qui va sortir du stock, eh bien, pour les sorties, on va utiliser cette valeur moyenne du coût unitaire moyen pondéré. Une fois que vous l'avez définie ici, cette valeur, eh bien, vous pouvez déjà la recopier. Vous savez qu'elle servira à valoriser aussi bien les sorties que le stock final. Après, il vous restera simplement à déterminer les quantités qui vont sortir et les quantités qui vont rester en stock.
Donc ici, vous avez en disponible 7500 kg de matière. Il va falloir trouver quelles quantités vont sortir, c'est-à-dire quelles quantités vont être consommées pour fabriquer nos produits. Et là, comme on fabrique deux produits, on a mis le détail, on a mis les sorties pour SB1 et les sorties pour SB2. Donc là, je reviens en arrière, je vais dans l'énoncé. Les quantités qui vont être consommées sont indiquées là. Oui. Consommation de matière pour la fabrication des produits. Donc vous avez 4000 kg de matière qui seront consommées pour faire les SB1 et 2500 kg pour les SB2. Donc vous allez recopier ces montants ici. Donc 4000 kg sont utilisés pour faire les SB1 et 2500 kg vont être consommés pour faire les SB2. À partir de là, on peut définir la valeur de sortie en euros. Il vous suffit de faire la multiplication. Donc 4000 fois 16,20, ça vous donne le coût de sortie pour les SB1. Et 2500 fois 16,20, ça vous donne le coût de sortie pour les SB2. À partir de maintenant, eh bien, il nous reste à définir le stock final. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, on a un disponible de 7500 kg. Vous allez sortir 6500 kg. Et donc, il va vous rester normalement 1000 kg que vous allez inscrire ici. Et ces 1000 kg seront valorisés toujours à 16,20 €, ce qui fait que globalement, le stock final à la fin du mois, ça sera 16,20 € fois 1000, donc 16 200 kg. Voilà pour la détermination du coût de sortie des stocks et donc de la valorisation du stock final. Des questions par rapport à ça? Donc, très important, le coût unitaire moyen pondéré. Vous pouvez toujours faire le total des montants divisé par le total des quantités. À quoi correspond le 1000? J'ai une question, c'est le stock final. Donc le 1000, c'est la quantité qu'il vous reste en stock à la fin du mois. Vous en aviez 7500, vous en avez utilisé 6500 qui vont entrer en production. Il vous en reste donc 1000 kilos. Plus de questions par rapport à ça? Non? Donc maintenant, on arrive à la... Je vais changer d'écran, je vais revenir à mon schéma global. On arrive à la troisième étape. Donc ici, donc la première étape, c'était le... Pardon, ça ne m'écrit pas. OK. La première étape, c'était donc le coût d'achat des matières. La deuxième étape, c'est la détermination des stocks, c'est faire la fiche de stock. Maintenant, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire la détermination du coût de production des produits que l'on a fabriqués. Et comme je vous l'avais expliqué sur le schéma, pour déterminer le coût de production, il faut qu'on connaisse les matières donc, qui vont être consommées, mais on a aussi besoin de prendre en compte les autres charges de production. Donc, dans le tableau du coût de production, on va retrouver à la fois les matières qui viennent de sortir du stock. Oui, ce qu'on consomme, c'est ce qui sort du stock. Donc, on va utiliser ces matières-là, et uniquement celles qui sortent du stock, et on va y ajouter toutes les charges nécessaires à la production. Donc, je reviens à mon tableau, et vous allez trouver cette fois-ci le coût de production pour deux produits finis, SB1 et SB2. Donc, on doit diviser le tableau en deux parties. Donc, vous avez la première ligne, donc coût d'achat des matières consommées. Vous pouvez le noter, hein, c'est ce qu'on appelle les sorties de stock. Le coût d'achat des matières consommées, ce sont les sorties de stock. Donc ça veut dire qu'ici, pour SB1, on a sorti 4000 kg à 16,20 €. Donc je vais les mettre en bleu. Eh bien, vous allez les retrouver ici. Oui, ce coût d'achat des matières consommées. Vous le retrouvez ici.
sur la première ligne du tableau de coût de production. À côté, vous avez la partie SB2, c'est la même chose. Les matières que vous allez utiliser pour fabriquer vos produits SB2, je vais les mettre je vais les laisser en jaune, ce sera plus simple. Et vous allez les retrouver ici, donc 2500 kg à 16,20 €. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un lien entre vos deux tableaux, fiche de stock, coût de production, et les entrées en stock se font pour les matières, on a dit au coût d'achat. Et ici, pour déterminer le coût de production, on prend les sorties de stock et on les replace dans notre tableau de coût de production. Il y avait un lien entre coût d'achat et stock, il y a un lien entre stock de matière et coût de production. Une fois qu'on a ça, on va aller chercher dans l'énoncé le coût de la production, on va dire complémentaire. Donc là, je reviens et vous avez un petit tableau intitulé charge de production ici, et vous avez les valeurs pour SB1 et SB2. Donc là, comme vous avez directement les montants, il vous suffit de recopier les montants en euros qui correspondent à toutes les charges de production. Après, eh bien, vous n'avez pas besoin de mettre ici quantité prix unitaire. L'information n'est pas donnée dans l'énoncé et de toute façon, on n'en a pas besoin. Dernière étape, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans le tableau du coût d'achat des matières, eh bien, c'est la ligne qui s'intitule cette fois-ci coût de production. Donc, vous faites le total de vos montants. Et vous avez donc le coût de production de vos produits, donc 90 000 pour SB2, 144 400 pour SB1. Et si vous voulez déterminer le coût de production unitaire, eh bien, vous devez noter la quantité qui va être fabriquée. Et là, faites très attention, ça n'a rien à voir avec la quantité de matières premières qu'on consomme. Vous avez fabriqué 600 produits SB1, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Ça se trouve dans votre énoncé, ici, la quantité de produits SB1 fabriqués, 600 kg. Et pour SB2, c'est 400 kg. Donc, vous avez trouvé la valeur en euros, c'est bien. Vous cherchez dans l'énoncé la quantité fabriquée. Donc là, 600 kg, c'est le nombre de SB1 que l'on a fabriqué. Et pour SB2, vous mettez le nombre de SB2 fabriqués, 400 kg ici. Et seulement ensuite, vous allez définir le coût unitaire. Donc, vous allez diviser 144 400 par 600 pour trouver le coût de production d'1 kg de SB1. Note en dessous. Donc, si vous divisez 144 400 par 600, eh bien, vous trouvez 240 €. C'est le coût de production d'1 kg de produit SB. On fait la même chose pour SB2. Et là, on divise 90 000 par 400. Ce qui fait le coût d'un produit SB2 en fabrication, coût de production, c'est 225. Et là, on a terminé notre étape numéro 3, qui consistait à définir le coût de production des produits fabriqués. Là, je surligne le terme, c'est important. On a fabriqué des produits, on a fabriqué 600 kg de SB1 et 400 kg de SB2, et on connaît le coût de fabrication. Je m'arrête 30 secondes si vous avez des questions. Non, tout va bien? Mais je comprends pas, c'est pas nous qui faisions les exercices. Comment? C'est pas nous qui faisons les exercices. Après, Mais là, ce n'est Non, pas tu n'as rien compris. l'exercice, ça c'est l'application du cours. C'est l'exemple encore. Oui, Ouais, l'exercice, il est juste après. Après, vous aurez le droit de vous exprimer, ne vous inquiétez pas. cool. C'est vu? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Alors ensuite, donc, on passe maintenant à l'étape numéro 4. Donc, je reviens à mon schéma. Donc ici, on a déterminé notre coût de production, ce qui fait qu'on en était à l'étape 3, hein, ici. Hop, et l'étape numéro 4, eh bien, ça va être l'entrée en stock de nos produits finis. Et on va, merci pour les petits dessins, on va faire nos fiches de stock pour SB1 et pour SB2. Et
on va déterminer donc la valeur de sortie, qui sera très importante, puisque la valeur de sortie, ça correspondra au coût de production des produits vendus, et c'est ça qui va permettre ensuite de calculer dans la dernière étape le coût de revient. Donc je reviens au tableau de calcul, et on va déterminer les valeurs qui vont dans la fiche de stock. Donc le stock initial au 1er mars, là vous avez compris, il a été défini par rapport à l'énoncé. Vous avez ici le premier tableau, sauf que maintenant les matières premières c'est fait, on n'a plus besoin de s'en servir. On travaille maintenant sur le stock de produits finis. Donc vous prenez le stock initial de produits SB1 et SB2 et vous recopiez sur la première ligne de votre fiche de stock 100 kg à 180 € par exemple pour SB1. Ça c'est le point de départ. Ensuite, vous allez faire entrer, ça c'est très important dans votre stock de produits finis, les produits au coût de production. Donc ici, vous allez simplement recopier la ligne que je vais placer en vert ici, qui va sortir de votre stock. Oui. Pardon, ce qui va entrer dans votre stock, c'est la quantité que vous avez fabriquée. C'est la quantité qui a été produite sur le mois de mars. Donc là, on a fabriqué 600 kg et 400 kg de SB. Le stock initial, valeur au 1er mars. Les entrées, c'est ce que vous fabriquez durant le mois de mars. On l'a déterminé dans le tableau du dessus. Maintenant, vous avez eu la démonstration tout à l'heure, on arrive à la ligne disponible, qui est la ligne totale. Donc vous allez additionner vos montants, additionner vos quantités, et après, vous allez faire la division, la 162 400 divisé par 700. Ça va vous donner le coût unitaire moyen pondéré d'1 kg de produit SB1 en stock. Donc là, on trouve 232 €. C'est le coût moyen, si vous voulez, d'un produit en stock. On fait la même chose derrière pour les SB2. On additionne les montants, on additionne les quantités et on fait la division. Là, on trouve un coût unitaire moyen pondéré de 230 €. Ensuite, on va pouvoir déterminer les sorties de stock. Alors, les sorties de stock, c'est bien écrit. Comme on est dans une fiche de stock de produits finis, c'est la quantité que vous allez vendre. Donc là, vous allez dans votre énoncé et vous regardez quelles sont les quantités que vous allez vendre. Vous les avez ici. Quantité vendue, donc on va vendre 620 kg de SB1 et 380 kg de SB2. C'est donc ça qui va sortir de votre stock. Donc vous allez retrouver dans un premier temps la quantité qui sort du stock, c'est la quantité vendue. Et derrière, on va déterminer la valeur de ce qui va sortir du stock. Eh bien la valeur, on l'a dit tout à l'heure pour la fiche de matière, c'est ce que vous avez trouvé au-dessus, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Là, il n'y a pas de calcul à refaire. La valeur des éléments qui sortent du stock, c'est la valeur moyenne, c'est le coût unitaire moyen pondéré, c'est ce que vous avez trouvé sur la ligne disponible. Et ensuite, eh bien, vous faites le produit, quantité fois prix unitaire, et vous trouvez la valeur en euros de ce qui va sortir de votre stock de produits finis. Enfin, dernière étape, le stock final. Donc le stock final, on a vu, c'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. Donc ici, on avait 700 kg disponibles en SB1, on en a vendu 620, donc 700 moins 620, il va nous en rester 80 à la fin du mois, 80 que vous n'avez pas réussi à vendre. Quelle est leur valeur? La même chose, 232 € du kilo. Donc la valeur globale de votre stock à la fin du mois, ça sera 18 560 €. On procède de la même façon pour SB2, on en avait 450 kg, on en a vendu 380. Donc, il va vous en rester seulement 70. Et comme 1 kilo vaut en moyenne 230 €, ce que vous avez en stock final vaudra globalement 16 100 €. Donc, quantité 70 fois prix unitaire moyen, 230 €. Et là, vous avez maintenant la valeur des produits que vous avez fabriqués et que vous allez vendre. Donc ici, vous obtenez sur la ligne sortie, que je vais mettre en bleu, ce qu'on appelle le coût de production des produits vendus
qu'on va retrouver dans le tableau du coût de revient, juste en dessous. Donc encore une fois, il existe un lien entre les deux tableaux, stock de produits et coût de revient. Donc vous recopiez l'information que vous avez trouvée. Ce qui sort du stock de produits, c'est votre coût de production des produits vendus. Et donc là, vous allez pouvoir passer au calcul du coût de revient. Il va vous suffire d'ajouter les charges de distribution pour obtenir le coût de revient. Donc les charges de distribution, elles sont données globalement dans votre énoncé. Donc là, il suffit d'aller chercher les valeurs en euros. Vous les avez, c'est le dernier tableau ici. 24 800 et 13 300. Donc, vous les mettez en dessous du coût de production. Et le coût de revient sera la somme des deux, coût de production et charge de distribution. Encore une fois, comme c'est un tableau de coûts, vous additionnez les montants. Vous cherchez les quantités vendues. Alors, les quantités vendues, vous les connaissez. Il se trouve qu'ici, on va avoir la même valeur 620 et 380, puisqu'on raisonne dans la même unité, puisqu'on raisonne en nombre de produits finis vendus. Donc, on retrouve le 620 et le 380. Et si vous voulez trouver un coût de revient unitaire, vous divisez le montant par la quantité et vous obtenez donc le coût de revient d'un produit SB1 de 172 €, par exemple. On est à la 5e étape. Il nous en reste une, c'est la détermination du résultat par produit. Donc là, vous avez un tableau qui n'apparaissait pas dans le schéma. Le résultat par produit, ça va tout simplement être la comparaison des ventes, qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires, si vous voulez, le chiffre d'affaires que vous réalisez sur un produit, et vous allez comparer ça avec le coût de revient. Donc le coût de revient que vous venez de calculer ici, si je reprends mes couleurs, si je le mets en violet par exemple, votre coût de revient, vous allez le recopier là, c'est la même information, et vous allez comparer maintenant ce coût de revient à votre chiffre d'affaires. Donc là, pour trouver les ventes, quantité et prix, il faut aller dans l'énoncé, il faut regarder. Ici, vous avez le tableau des ventes de produits. Vous allez vendre 620 kg de produits SB1, ça c'est la quantité, et vous allez le vendre à 300 €. Donc ça, c'est le prix de vente unitaire. Et pour l'autre, vous allez en vendre 380 kg à 260 €. Donc ce sont les prix que vous allez utiliser pour compléter la ligne vente ici. Donc à chaque fois, vous mettez quantité fois prix de vente. Ça vous donne le chiffre d'affaires, 186 000 pour le produit SB1. Pour SB2, 380 kg vendus à 260 €. Ça vous donne le chiffre d'affaires, donc 98 800. Et maintenant, on arrive à un élément très important pour l'entreprise, la détermination du résultat. Et c'est là qu'elle va pouvoir se rendre compte de si elle fait un bénéfice ou une perte sur la vente de son produit. Donc, si vous regardez SB1, le chiffre d'affaires, c'est 186 000 pour un coût de 168 640. C'est-à-dire que son chiffre d'affaires est supérieur à son coût de revient. Donc, le résultat, ça va être les ventes moins le coût de revient. Chiffre d'affaires moins coût de revient. Donc, pour elle, sur SB1, vous voyez qu'elle fait un bénéfice. Elle arrive à gagner de l'argent puisqu'elle vend plus cher que ça ne lui coûte. Par contre, sur SB2, vous voyez qu'elle vend moins cher que ça ne lui coûte. Donc là, elle va faire une perte. Elle va perdre 1 900 €. Donc le résultat analytique, qu'on appelle aussi résultat par produit, peut être positif ou négatif, exactement comme c'était le cas pour un résultat comptable dans un compte de résultat. Alors ici, là j'ai affiché uniquement les montants. Le total, bien sûr, si vous additionnez le résultat sur SB1 et le résultat sur SB2, donnera ici 15 460. Et ce total, ce résultat global, vous pouvez
le noter, hein, ce résultat de 15 460, ça serait le résultat, si l'entreprise n'a que 2 produits dans son activité, ben ça serait le résultat global qu'on retrouverait dans un compte de résultat. Parce que là, on a l'information sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Je n'ai pas tout à fait terminé. Là, on a mis le résultat analytique en euros. On peut aussi parfois calculer le résultat analytique par produit. Donc, si je prends SB1, j'ai un bénéfice de 17 360. Si je veux avoir le résultat unitaire, encore une fois, je divise par la quantité. Donc, si je divise par 620, ça va me donner un résultat unitaire de 28 euros. Ça veut dire que l'entreprise, chaque fois qu'elle va vendre un produit SB1, elle fera un bénéfice de 28 euros. Si on fait la même chose pour SB2, là par contre, comme elle est en perte, si vous divisez 1900 par 380, eh bien, ça veut dire qu'elle va perdre 5 euros chaque fois qu'elle va vendre un produit SB2. Donc là, vous avez, sur cet exemple, la démonstration d'un produit sur lequel on fait des bénéfices et un produit sur lequel on fait des pertes. Voilà pour l'exemple du cours. Maintenant, je vous écoute. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Non, pas de questions? C'est que tout était clair? N'hésitez pas, vous passez par le texte pour ceux qui n'ont pas de micro. Donc, il est 11h15. Oui, je vous écoute. Comment vous avez trouvé la ligne vente de produits égale chiffre d'affaires du coup? Parce que j'ai mon PC, il a planté à ce moment-là. Alors, la ligne vente de produits, c'est quantité, c'est le nombre de produits vendus. Par exemple, sur SB1, c'est 620. On a vendu 620 kg de SB1. Et le prix unitaire, c'est le prix de vente d'un kilo de SB1, 300 euros, qui donne 620 fois 300, 186 000. C'est le chiffre d'affaires sur les produits SB1. Merci. C'est bon? Ouais. D'autres choses? Non? Alors, derrière, pour ceux qui étaient pressés, Paul, de faire l'exercice, cette fois-ci, je vais vous laisser faire. Vous avez un exercice donc, de mise en œuvre de la méthode. Donc là, je vous laisse lire l'énoncé. Si vous avez des questions après lecture de l'énoncé, ben, vous n'hésitez pas. Et après, il va falloir donc mettre en œuvre toute la démarche par rapport à cet exercice. Donc là, comme vous n'avez pas de photocopie, ben, je vous conseille de refaire éventuellement les tableaux sur une feuille de brouillon, ou vous pouvez remplir directement dans Word si vous le souhaitez. Le calcul au brouillon permet souvent de pouvoir aller plus vite, faire ces calculs tranquillement, de revenir dessus, les effacer. C'est comme vous le souhaitez. Je vous laisse démarrer l'exercice. Je réponds aux questions si vous en avez besoin.